Dans Scream, les personnages connaissent les règles des films d'horreur. Elles sont tout simplement énoncées dès le début. Et ça fonctionne parce que le public lui-même les connaît. Même sans les avoir tous vus, on sait qui meurt en premier, ce qui attire le tueur et comment ça va se finir. Et c'est pareil pour la plupart des films, on sait intuitivement à quoi s'attendre. Le ton, les personnages, les enjeux, tout obéit à des règles qu'on connaît, même sans les avoir apprises. Mais alors, qu'est-ce que ça peut donner si un réalisateur talentueux décidait de regarder ces règles droit dans les yeux avant de les briser ? Bon, pour comprendre de quoi on va parler, il nous faut déjà un peu de contexte. On est dans les années 30, au fin fond du Mississippi, en pleine ségrégation. L'histoire suit un jeune guitariste prodige, Sammy, fils d'un pasteur qui rêve de jouer du blues loin de l'église familiale. L'occasion se présente quand ses cousins jumeaux, Smoke et Stack, reviennent au pays. Ces deux frères sont des vétérans de la Première Guerre mondiale et sont devenus des gangsters de Chicago. Ils rentrent les poches pleines d'argent sale et leur objectif est de transformer un vieux moulin en un club musical clandestin pour offrir à la communauté noire locale un rare moment de divertissement nocturne, loin de l'oppression quotidienne. Comme vous pouvez le voir, Coogler choisit de placer son histoire dans une époque assez lourde et complexe. Franchement, avec cet environnement-là, on est plus proche du drame historique que du film d'horreur. For sinners, the subject that's often overlooked is that Delta blues music was the most important contribution to global popular culture that America has ever made. Même la manière dont il en parle, on n'a pas l'impression qu'il cherche à nous faire peur, en tout cas pas pour l'instant. Pendant tout le premier acte du film, on peut vraiment le voir comme un film de gangsters. Il y a de l'argent sale, du trafic d'alcool, des magouilles en tout genre, et pas un monstre en vue. Et quand je vous parle de premier acte, je parle de la moitié du film quand même. Pour tout vous dire, j'ai été voir Sinners parce qu'un pote à moi, Nilsson sur YouTube, allez le voir, il parle de basket, me l'a recommandé. J'avais jamais entendu parler du film, et oui je fais des vidéos cinéma, je suis une fraude, mais du coup j'ai écouté son conseil et j'ai été le voir le jour même. J'avais aucune idée d'à quoi m'attendre. Je savais même pas que c'était censé être un film d'horreur, donc j'étais là dans la salle, en train de kiffer le film avant de voir des vampires apparaître. Coogler nous fait oublier le genre de son propre film, ou pour ceux qui étaient dans mon cas, nous le révèle qu'au bout d'une heure. Mais ça fonctionne super bien, il brouille nos attentes avant même d'entrer dans le vif du sujet. Vous l'avez compris, la structure narrative est bien différente de celle utilisée dans la plupart des films du genre. Un film d'horreur classique suit souvent une structure bien contenue, une introduction rapide des personnages, puis la menace surnaturelle où le tueur se manifeste progressivement, les tensions montent jusqu'à un climax sanglant avant un dénouement qui laisse généralement un survivant. Coogler brise ce schéma en choisissant de retarder l'entrée de l'horreur et en construisant Sinners comme un récit en deux temps. La première moitié déroule des scènes historiques réalistes, un peu comme une aventure criminelle. On suit l'installation des jumeaux, le recrutement des employés du club, avec un bluesman alcoolique légendaire, une cuisinière qui pratique le houdou, une forme de magie afro-américaine née de la fusion entre les traditions africaines et le christianisme, ou encore un videur costaud, mais aussi les différentes retrouvailles familiales. Coogler prend son temps pour immerger le spectateur dans cette communauté, il développe les backstories de chaque personnage et plante un décor riche en détails. We're playing with a few different genres in this, and tone, and it's a ride, it's definitely a ride. Pour ceux qui connaissent, ça a pu vous rappeler Une nuit en enfer, de Robert Rodriguez et Quentin Tarantino, qui basculait brutalement du film de braquage au film de vampire. Mais là, ce qui est vraiment différent, c'est le ton adopté. Dans le film de 96, c'était très ironique et très second degré. Alors qu'ici, la transition se fait sans humour, presque sérieusement. Donc, on a une première partie qui pose des enjeux bien réels, la survie économique, la quête de liberté, la menace raciste omniprésente, etc., et qui nous attache aux personnages malgré leurs actes répréhensibles. Les jumeaux, par exemple, sont présentés comme des hors-la-loi certes violents, mais animés par un instinct de survie compréhensible et un certain désir de faire le bien pour leur communauté. Quand les vampires surgissent enfin la nuit tombée, ça relègue soudain au second plan ces problèmes bien humains. On sort du cadre du drame historique pour plonger sans prévenir dans le surnaturel. Et ça donne vraiment un truc en plus, parce que ça reste un film, une histoire entière, un univers complet doit nous être raconté en l'espace de genre 2 heures. C'est pas comme une série, comme The Walking Dead par exemple, qui peut prendre le temps de tout développer en profondeur pour qu'on soit touché quand il arrive malheur à un personnage. J'en ai fait une vidéo pour en parler d'ailleurs. En général, quand on va voir un film d'horreur, ça va vite. On est là pour l'adrénaline et ce qui peut arriver au personnage nous fait sursauter, mais ne nous atteint pas vraiment émotionnellement. Ici, on a le temps de découvrir cet univers et d'y entrer, avant qu'il ne soit attaqué. Le réalisateur nous fait passer par un éventail d'émotions, de l'euphorie d'une fête clandestine avec une musique et un rythme absolument fou, et vous inquiétez pas, on va en parler, avant de nous enfermer dans la terreur d'un huis clos avec des vampires. Coogler ne fait pas du cinéma de genre, ici. Il fait du cinéma tout court. Bon, je dis qu'on peut pas s'y attendre, mais en réalité, il a quand même pris ses précautions et a démarré son film avec un prologue, une vision rapide de la fin du film pour nous montrer qu'il va se passer quelque chose de terrible. Mais dans sa structure, il y a une règle qu'il a brisée, et c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touché. Une fois la confrontation achevée, Coogler prolonge son film au-delà du climax horrifique.
Plutôt que de s'arrêter sur la victoire ou la survie immédiate, il enchaîne sur plusieurs scènes de conclusion pour boucler les arcs narratifs de chacun. Et c'est juste magnifique, voir les derniers personnages qui ont, la vache, vraiment grandi, discuter entre eux, échanger quelques mots, quelques pensées sur ces souvenirs maintenant lointains, je vous jure que ça me donne des frissons. Ce refus de conclure sur un simple choc, et le choix de prendre le temps de retomber après l'horreur, ça montre une volonté de raconter avant tout une histoire humaine complète, et pas juste de faire peur et s'arrêter là. Pendant mes recherches, j'ai pu voir que certains critiquaient ça, parce que ça diminue un peu l'effet du climax final. Mais personnellement, j'ai adoré le fait qu'il brise cette règle, dans le simple but de servir ces personnages, qui eux, cesseront d'exister après ces quelques minutes. La structure du film est donc vachement spéciale, mais après s'être attaqué au fond, le réalisateur s'en est pris à la forme. J'en profite pour vous tenir au courant de l'avancée du guide. Comme je vous le disais dans la dernière vidéo, je suis en train de travailler sur un guide de l'analyse cinématographique qui permettra à n'importe qui de découvrir cet univers, comprendre quelques techniques importantes du cinéma, et surtout de pouvoir se plonger dans ses œuvres préférées pour en profiter au maximum. Je suis franchement assez content de ce que je suis en train de faire, je pense vraiment que vous allez kiffer. J'ai passé un temps pas possible sur la recherche, pour vous faire un guide à la fois le plus complet et accessible possible. Donc évidemment, si vous avez fait des études de cinéma, ça sera pas fait pour vous, mais si cet univers vous intéresse et que vous souhaitez en apprendre plus, avec un format vidéo comme je peux le faire sur ma chaîne, donc assez dynamique et agréable à regarder, en tout cas je crois, le guide sera fait pour vous. Cela étant dit, on retourne sur la mise en scène de Sinners. Parce qu'en général, les films d'horreur misent sur des décors restreints et sombres, des couloirs étroits ou des maisons isolées. Coogler, lui, ouvre l'espace et soigne chaque plan comme un vrai tableau. Il a par exemple choisi de tourner en 65 mm avec des caméras IMAX. Pour faire simple, ça permet d'avoir une image ultra nette et surtout très très large, comme si l'écran nous entourait. Généralement, on utilise ce format pour les gros blockbusters spectaculaires, vu qu'il rend chaque détail plus immersif, mais c'est là où c'est complètement anormal. Regardez à quel point on voit tout. On n'a pas du tout cette caméra très intimiste qui filme de tout près, parce que c'est ça qui fait peur en vrai. C'est pas vraiment ce qu'on voit à l'écran, mais plutôt ce qu'on ne voit pas. Chaque image regorge de détails d'époque, des costumes magnifiques, des décors authentiques, une photographie dorée et chaleureuse vraiment superbe, qui m'a d'ailleurs personnellement rappelé Babylone de Damien Chazelle, qui est accessoirement mon film préféré, mais je vais pas trop m'étaler dessus, je finirai par en parler comme il se doit sur la chaîne. Le résultat à l'écran est un pur spectacle, vraiment, ça vaut le coup d'œil. Et pour ceux qui ont eu la chance de voir le film dans les très rares salles vraiment adaptées pour, ils ont pu vivre une expérience bien différente de la nôtre, de la mienne en tout cas, puisque Coogler a choisi d'alterner entre un très large format pour certaines scènes et un format plus horizontal pour d'autres, brisant cette fois-ci la règle d'un cadrage uniforme. Par exemple, lors du début de l'affrontement, quand les vampires rentrent dans le club, l'image s'agrandit pour occuper tout l'écran, comme si le film lui-même sortait de ses limites pour accueillir le chaos. Il y a un tournant visuel, l'horreur prend littéralement plus de place à l'écran. Mais d'un côté plus pragmatique, si on peut dire ça comme ça, la caméra de Coogler se permet aussi des mouvements et des plans séquences vraiment stylés. Ouais, c'est le terme que les critiques utilisent, faites-moi confiance, c'est mon métier, ok? Par exemple, la scène en ville où un seul plan relie plusieurs lieux entre eux, nous faisant traverser la rue jusqu'à l'échoppe d'en face, en nous imprégnant de la vie quotidienne de la communauté. Ça crée un sentiment de réalisme et de continuité toujours aussi rare dans un film d'horreur, où en général on va avoir beaucoup de coupes rapides pour garder la tension et le suspense. Le réalisateur nous offre aussi des moments précieux, des moments où il ralentit l'action pour laisser notre regard se balader. Il nous montre la sueur qui perle sur le front des travailleurs du Sud, les champs de coton qui s'étendent au-delà de ce qu'on peut voir. Il veut qu'on sente la moiteur de l'été, qu'on admire la beauté comme la laideur de ce monde. Bien sûr, quand il le faut, il sait aussi accélérer et utiliser les codes du genre. Le grand combat, une fois les vampires à l'intérieur, est super rythmé. La bande-son passe du blues entraînant à des guitares de métal qui grondent. La chorégraphie de la violence est super esthétique, et je sais pas pour vous, mais ça m'a largement rappelé que Coogler vient aussi du cinéma de super-héros, vu que c'est lui qui a réalisé Black Panther. La mise en scène est parfaitement maîtrisée, je pense qu'on sera d'accord sur ça, mais en réalité, c'est pas de ça dont je vais me souvenir. Dans 10 ou 20 ans, ce dont je vais me rappeler, c'est de la musique. Basically, all of 2015 is when my uncle's health took a turn for the worse when he got diagnosed with terminal cancer. And I'm in LA finishing up the movie when I get to the call that he died. And I would find myself playing old blues records when I thought about my uncle. And I feel like he right there listening with me. La musique a rarement été aussi centrale dans un film d'horreur. En général, la musique dans le cinéma de genre sert à créer la tension. Les violons stridents de Psychose par exemple, ou à nous faire sursauter au moment des jumpscares, ou encore à instaurer une ambiance lugubre, un peu comme Feld Up à son prime. Elle est presque toujours présente dans la scène, les personnages l'entendent, elle est pas seulement ajoutée au montage, et elle est composée spécialement pour guider nos émotions. En fait, la musique est un personnage à part entière de Sinners, un réel moteur à l'intrigue. Le blues n'est pas seulement la bande-son, c'est littéralement ce qui fait avancer l'action, ce qui unit ou sépare les personnages. Sammy, le héros, un guitariste surdoué dont le talent est presque surnaturel, nous fait évidemment penser au mythe de Robert Johnson, le bluesman qui aurait vendu son âme au diable pour obtenir son génie musical. I felt like it was a love letter to blues, it was a love letter to
music. And blues was a type of music that used to be called devil's music. You say the devil's music, and that transferred to all the music that born out of the Delta blues. It transferred to rock and roll, to heavy metal, to grunge, to hip-hop. Ici, le pouvoir du blues est tel qu'il peut littéralement réveiller les morts ou attirer les démons. On a la grande scène musicale du film où Sammy se lance dans un solo de blues accompagné de sa guitare. Il est si transcendant que la réalité semble se fissurer autour de lui. Le temps se suspend et Coogler nous montre une vision hallucinée où la musique de Sammy fait apparaître plein de types d'artistes, de différentes époques, différentes cultures, exposant leurs arts tous ensemble. En quelques instants, le film nous fait voyager et nous montre que ce blues connecte le passé, le présent et le futur des descendants africains. Et qu'est-ce que c'est beau, c'est poétique, l'univers est toujours aussi immersif, la caméra se balade, c'est un vrai moment de pure magie cinématographique. Et désolé, je suis obligé d'en reparler, mais encore une fois, j'ai eu des feelings d'un film de Chazelle. La musique au cœur de l'histoire, le film qui finalement paraît être une seule musique de 2 heures, et je sais pas, j'étais transporté, ma jambe bougeait toute seule, enfin du Chazelle quoi, j'adore ce mec. Mais cette liberté a une conséquence directe, c'est ce blues qui attire les vampires, un peu comme un serpent charmé par une flûte. En faisant de la musique l'élément déclencheur du mal, Sinners inverse un autre schéma classique. Dans beaucoup de films, le mal est réveillé par une faute morale ou une curiosité mal placée des protagonistes. Ici, c'est l'expression la plus pure de la culture des opprimés, le blues, qui attire le danger. Autrement dit, Coogler illustre que la créativité noire, source de fierté et de joie, a toujours attisé la convoitise et la destruction de ceux qui la méprisent. Comme le dit Delta Slim dans le film, The white folks say they like the blues just fine, they just don't like the people who make it. Il résume globalement l'idée de l'appropriation culturelle. Les vampires blancs de Sinners aiment la musique noire, pourtant ils s'apprêtent à massacrer les musiciens. On voit là une métaphore, alors pas super subtile mais pour le coup très importante. Tout comme dans la réalité, la société blanche a exploité la musique noire tout en maintenant les artistes dans la précarité ou en effaçant leurs contributions. Les vampires se régalent du talent de Sammy mais veulent le lui ôter violemment. En continuant de ce côté-là, Coogler a été jusqu'à inverser le rôle protecteur de la musique religieuse. Quand Sammy est dans l'eau, à 2 doigts de se faire tuer, il commence à chantonner une prière. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Mais les vampires, bien loin d'être repoussés, se mettent à réciter la prière avec lui, le sourire aux lèvres. Le sacré est perverti, et la musique du diable, donc le blues, apparaît presque plus vertueuse dans ce contexte, puisqu'elle, au moins, sert à rassembler les vivants. Des vivants très loin des archétypes de personnages qu'on retrouve habituellement dans les films d'horreur d'ailleurs. On voit souvent des innocents, jeunes, parfois naïfs, qui sont opposés à un mal absolu, et c'est la pureté ou l'ingéniosité d'un protagoniste, souvent la final girl, qui permet de vaincre le monstre. Ici, les héros sont tous des pécheurs assumés. C'est de là que vient le titre du film, évidemment. Donc le côté personne qui commet un péché, on parle pas de poisson là. Des héros aux moralités nuancées qu'on suit du début à la fin. On a un jeune musicien qui boit et fait le mur pour jouer du blues, des jumeaux criminels, une sorcière houdou, un bluesman alcoolique, bref, une galerie de personnages complexes, faillibles, parfois moralement ambigus, mais profondément humains et attachants. This character challenged me in ways I've never been challenged. En fait, le fait que quasiment tous les héros soient noirs est en soi encore trop rare pour qu'on ne puisse pas le souligner. Sinners s'inscrit un peu dans la lignée du black horror contemporain qu'on a vu apparaître depuis Get Out, donc des films où des protagonistes noirs sont enfin au centre du récit et survivent à l'horreur. Surtout que Coogler nous place dans le passé et fait des questions raciales le cœur du récit. Ce sont littéralement des noirs qui se défendent contre des prédateurs blancs. On est bien loin des slashers des années 80 où le personnage noir ultra stéréotypé mourait en second rôle. Ici, ce sont les blancs qui représentent le mal absolu et inhumain, tout en gardant la nuance grâce au personnage de Marie. Tandis que les noirs, même criminels, sont dépeints avec une grande empathie. On l'a vu tout à l'heure, la religion et l'église est moquée par les vampires. Mais ça va bien au-delà de ça. Regardons le personnage d'Annie, la fameuse praticienne du houdou. Elle est la mentor, l'expert occulte du film. Elle est ancrée dans la spiritualité africaine-américaine de ses ancêtres. Pourtant, on sait que le prêtre est présent dans l'histoire, puisque c'est le père de Sammy, mais ce n'est pas lui qui va sauver la situation, mais bien cette gardienne des savoirs ancestraux. Dans les codes classiques, ça aurait été le prêtre brandissant une croix qui aurait été valorisée. Quand Annie conseille les protagonistes sur comment lutter, donc avec de l'ail, le soleil, de l'argent, des pieux, etc., on adhère car elle dégage un calme et une assurance maternelle. Face à elle, le pasteur paraît dépassé, comme si les racines culturelles finissaient par repousser la religion des colonisateurs. C'est le même discours qui est donné avec l'évolution de Sammy. Après tout ce qui s'est passé et ce qu'il a subi, on aurait pu imaginer qu'il abandonne sa guitare et reste auprès de son père. Mais c'est pas la morale que veut transmettre Coogler, au contraire. Il lui offre une happy ending qui consiste précisément à embrasser le mode de vie que son père rejette, partir sur la route pour vivre de son blues. Le message est clair, cette fois-ci, suivre la voie dite vertueuse de l'église n'était pas la solution, au contraire. La rédemption de Sammy
Sammy est dans l'acceptation de son art et de sa liberté. It took a lot of hard work to develop essentially 3 characters, you know what I'm saying? And you know, how they walk, you know, how they talk different, you know, how they hold their childhood trauma, the way they stand, the way they rest. Those were all individual things I had to kind of build and arc out. Enfin, parlons un minimum de la prestation de Michael B. Jordan, lui qui joue les 2 jumeaux, 2 personnages si proches mais pourtant ayant chacun leur propre personnalité. Ils ont des caractères bien différents. L'un est plus tempéré, plus calme, plus méfiant, alors que l'autre est bien plus fougueux, rieur et fêtard. Pourtant, ils partagent un destin commun. Ils représentent un peu les 2 faces d'une même pièce, mais pas dans le sens qu'on connaît en général. Genre, souvent, avoir 2 personnages joués par le même acteur est utilisé pour révéler une forme de cassure. L'un est bon, l'autre est maléfique par exemple. Ici, ça n'a rien à voir avec un twist horrifique. C'est accepté dès le début, simplement 2 frères qui s'aiment et se soutiennent. Quand le premier meurt entre guillemets, avant de se transformer en vampire, on sent la perte que subit son frère. De même, pendant la discussion dans le bar à la fin, le vampire continue de subir le deuil de son jumeau. Everybody's striving for a community in this, and these guys were born with that. They had nothing else but that, the community of 2. Tout au long de Sinners, Coogler construit son histoire comme une chanson. Les premiers accords sont doux, chaleureux, presque nostalgiques, puis les dissonances arrivent, les ombres grandissent et la mélodie change. Il aurait pu faire un simple film d'horreur, il a préféré composer un morceau de blues, un morceau qui parle d'héritage, de douleur et de survie. You know, I wanted to make something original. You know, I was really from my soul, you know, and about what I'm interested in before it was too late. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Rejoignez le Discord de la chaîne en description, c'est là que je vous tiens le plus au courant de toutes les avancées. Suivez-moi aussi sur les réseaux, surtout Insta. Je vais essayer de commencer à poster des stories de films que je découvre au cinéma ou chez moi par exemple, en vous donnant un petit avis à chaud à chaque fois. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater de ce qui arrive. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.